Je regardais un petit peu le soleil à la piscine à la Mota, j'ai reçu un téléphone, ouais écoute Adrien, il faut que tu viennes à Matran, j'ai quelque chose, je peux te proposer, ça peut que t'intéresser parce que tu as cette fibre-là, de pouvoir développer quelque chose, d'avoir cette écoute business, tu as aussi cette envie d'apprendre au niveau technologique. Et puis effectivement, de ni le 2 heures après, j'étais dans son bureau avec une chemise à fleurs, un petit bob sur la tête et des schlappes. Et puis il m'a dit, Adrien, voilà, je te propose ça, tu viens en stage pendant 4-5 mois jusqu'à la fin de l'année, c'était en juillet. Je viens de finir mon master, je me suis dit, je vais être tranquille un petit moment. Et puis après, ça a démarré. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir garder les valeurs que je voulais. J'ai en plus, déjà de base, j'avais décidé de faire mes études à Fribourg, de ne pas partir en HEC. J'étais focus, je reste fribourgeois. Hein. D'ailleurs le pins, je l'adore là-dessus. Non, je reste focal, local au niveau suisse romande. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire. C'est un super terrain de jeu. Salut Adrien. Mais salut, comment ça va? Bien et toi? Ça me fait bien. vraiment plaisir de te recevoir dans le podcast qui s'appelle In Progress. Je répète le nom, c'est In Progress, c'est pour justement les gens qui entreprennent, qui avancent et qui sont toujours en progression, dont tu fais partie. Je me permets de te présenter en quelques mots. Adrien Perriard, Key Account Manager et responsable de la Dina Academy chez Dina IT Solutions SA. Exact. Voilà. Entreprise active dans l'informatique de manière générale. On reviendra sur les produits et les services que vous proposez. Présente à Matran, Morges, Genève et Martigny. De formation économiste, mais tu t'es très tôt intéressé aux technologies et aux besoins business qui étaient liés. 22 ans que tu évolues dans la même entreprise, ça aussi c'est... Ça se voit un peu, cheveux. Dans une progression riche, ponctuée de plus de 1000 projets et une vie variée de rôles. Tu défends une vision pragmatique et tournée client basée sur l'optimisation, la solution et la confiance. Et pour finir, ton credo, c'est croire en soi, être fier et foncer. C'est magnifique. J'oublie quelque chose. Non, tu as très très bien résumé l'ensemble de moi et on va dire des challenges qu'on va peut-être étoffer par après. Magnifique. Bon, déjà, on va commencer un petit peu par la première thématique. Alors, je fais une petite nouveauté pour les auditeurs parce qu'on me l'a demandé. Aujourd'hui, les thématiques qu'on va aborder, grosso modo, ça va être un petit peu le parcours, les vocations. C'est 20 ans dans la même boîte, donc ça, je vais y venir. On va parler un peu de Dina, qui est une société, on va dire, qui n'est pas une nouvelle société, mais qui est une acquisition de société. Et aujourd'hui, il y a Dina qui est née de ça. Exact. On va parler après de tes motivations, de mindset et aussi du futur entrepreneuriat, de la société, aussi du futur chez Dina. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui et demain? Voilà. Alors, beau programme, je me réjouis. Magnifique. Pour commencer, pourquoi il y a 20 ans, tu t'es lancé dans cette folle aventure alors que tu étais économiste de formation? Alors dans la vie, c'est surtout fait de beaucoup de choses, de beaucoup de rencontres, de beaucoup d'expériences là-dessus. Et puis très tôt, en tant que tel, j'ai pu choisir la voie économique dans les études pour faire d'abord une licence sur le canton de Fribourg à l'Uni, qui s'est vite transformée en master. On a pu profiter à l'époque, donc un peu comme un dinosaure là-dessus, mais non, on n'avait plus le système licence, c'est passé sur le système de Bologne, notamment avec les crédits ECTS, la partie bachelor-master, et là directement on a pu profiter de cette partie master, ce qui était super intéressant. Déjà là à l'époque, il y avait un couplage dans les études entre la partie économique, la partie financière, mais également la partie technologique. On avait déjà des cours d'informatique de gestion et autres, alors beaucoup de choses où tu apprends, on va dire globalement, ce métier technologique d'innovation. C'était ça aussi mon créneau où je me cherchais beaucoup. Je me suis dit, tiens, je ne veux pas faire que des chiffres toute ma vie. C'est bon, les contentés, compta, analyse de rentabilité. Voilà, ça c'est une chose. Oui, ok, c'est un élément. Mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais vraiment chercher dans ma vie? Et puis, voilà, ça, c'est un des déclencheurs avec quelques super profs au niveau technique qui ont surtout mélangé cette partie technologique, financière, mais également relations humaines. On y reviendra un petit peu après. Donc, c'est ça qui m'intéressait dès le départ. Donc, Okay. voilà, je captais gentiment des premiers challenges et autres.
Ok, tu fais, on va dire, ce master-là, tu prends des branches de plus en plus techniques, que ce soit sur l'informatique, mais également dans la découverte de relations avec les clients, de communication, de marketing. Et ça, c'était hyper intéressant. On a même pu travailler en mélanger, on va dire, le redressement financier d'une commune. Ok. À l'époque, où là, il a fallu déjà d'abord convaincre le syndic de faire appel à une classe qui est en master par rapport à ça. Et puis, on est vite arrivé sur, on va dire, des outils qui n'étaient pas du tout up-to-date, qui ne donnaient pas des chiffres. Donc, en gros, c'est encore une commune qui envoyait des fichiers Excel à la chancellerie ou aux impôts, quoi. Donc, Et super, j'imagine quoi. qu'il y a 20 ans, la technologie n'était pas non plus au même niveau. Non, exactement, exactement. Mais les processus restaient les mêmes. Ok. Donc voilà, tout ce processus-là a fait que la voie, on va dire, de l'étude m'a fait un peu amener à ça. Après, il y a eu une autre rencontre qui m'a poussé, c'est également quand je préparais ces études, Feu, mon papa, qui était secrétaire communal à Grange-Paccor, lui, il a pu aussi me donner des exemples dans l'administration publique. On a pu fonder une bibliothèque, une ludothèque et autres. Et puis, forcément, il fallait un système IT, il fallait comprendre les besoins, comment optimiser, etc. Et puis là, très vite, le vice-syndic de l'époque, aussi Feu, monsieur Vincent Talman, qui était un ancien directeur de la société Cizel, qui est devenu maintenant le groupe DINA, qui accessoirement était mon voisin, il a vite capté aussi le potentiel que j'avais en mélangeant cette partie business, IT et autres. Et puis, lui, il ne m'a pas tellement, on guillemets, loupé. À la sortie des études, directement, une fois, je regardais un petit peu le soleil à la piscine à la Mota, j'ai reçu un téléphone, ouais, écoute Adrien, il faut que tu viennes à Matran, j'ai quelque chose, je peux te proposer, ça peut que t'intéresser parce que tu as cette fibre-là, de pouvoir développer quelque chose, d'avoir cette écoute business, tu as aussi cette envie d'apprendre au niveau technologique. Et puis effectivement, de ni 2 heures après, j'étais dans son bureau avec une chemise à fleurs, un petit bob sur la tête et des schlappes. Et puis il m'a dit, Adrien, voilà, je te propose ça. Tu viens en stage pendant 4-5 mois jusqu'à la fin de l'année. C'était en juillet. Quand je venais de finir mon master, je me suis dit, je vais être tranquille un petit moment. Et puis après, ça a démarré. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça a démarré. On m'a dit, mais écoute, Adrien, tu arrives dans Cizel, on vient d'être en société anonyme en 2003 à l'époque. On n'a pas de structure, on va dire, de support, que ce soit au niveau financier, au niveau comptable, contrôle de gestion. Il n'y a pas de RP, il y a très peu de facturation parce que c'est encore un département interne de société. Il n'y a pas de fonction de support autre que le marketing, un de vendeur. Il n'y a pas de RH, bref, voilà. Il y a quasiment. Tout a structuré. Quoi. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est super génial. En 20 ans, je continue mon premier stage là-dessus. Et puis très vite, on a pu appliquer un mélange entre ce que j'ai appris en cours sur la partie organisation, management d'entreprise, versus au fur et à mesure cette partie technologique. Et là, commence ce démarrage dans une société de service, mais un peu à la sauce entrepreneur. Ouais, ok. T'as le trapèze qui est derrière, oui, puis t'as les mains libres, tu développes. À l'époque, on était 30. Actuellement, dans le groupe, on est 220. Donc voilà. Alors après, ça s'est bien transformé là-dessus. Et puis directement après ce stage-là, engagement de manière indéterminé dans l'entreprise, chef de projet et là-dessus. Puis j'ai eu la chance aussi directement d'être capté par un actionnaire de l'époque qui s'appelait Énergie Ouest Suisse, qui s'appelle maintenant Alpic notamment. Et puis là, lui, cet employeur-là, il m'a donné un 10 mandats, on va dire aussi, de pouvoir être à l'écoute de tous les utilisateurs IT de l'époque, et puis de pouvoir aussi refondre leur processus, etc. Donc là, de nouveau, un mélange d'apprentissage à la sauce un peu entrepreneur, entre t'apprends des processus, t'apprends des technologies, notamment pour gérer la production hydraulique en Suisse, la grande Dixence, etc. On a fait tous les programmes d'optimisation. C'est assez génial aussi là-dessus. Et puis de mélanger cette partie économique. Donc voilà, donc très vite, il y a bien des idées pour revenir qui sont venues entre le fait, dans mon caractère, je veux foncer, en mélangeant beaucoup de challenges, que ce soit de culture générale, d'apprentissage, de relations avec les gens, de capter les besoins des gens. C'est ça aussi, cette empathie-là qui est absolument nécessaire. Et puis des choses un peu plus professionnelles, à la sauce financière, à la sauce technique, etc. Donc voilà. Ouais, magnifique.
Hyper inspirant. La prochaine question, tu y as presque répondu, mais j'ai envie peut-être d'affiner un peu. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans la même entreprise. C'est aujourd'hui, alors peut-être une norme il y a 20, enfin mais aujourd'hui c'est plus vraiment la norme. Pour toi, c'est quoi les facteurs euh, qui ont fait que tu n'as pas forcément envie de bouger, de changer ou justement 20 ans après tu es Alors, toujours en place? ouais, c'est une excellente question. C'est ce que je disais avant. On va partir, c'est sur garder ses lignes à soi. Tu disais avant, mon petit motto, hein, croire en soi et foncer aussi par rapport à ça, c'est exactement ça, cet exemple. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir garder les valeurs que je voulais. J'ai en plus, déjà de base, j'avais décidé de faire mes études à Fribourg, de ne pas partir en HEC, que ce soit à Lausanne, à Saint-Gall ou autre. J'ai pas fait non plus trop de séjours peut-être linguistiques ou d'apprendre d'autres aspects que j'aurais bien aimé avoir dans d'autres économies, notamment la partie anglophone, la partie américaine. C'est ces systèmes un peu capitalistes qui m'auraient vraiment bien intéressé de pouvoir comparer, donc pour retirer les bonnes valeurs, comment appliquer ça dans un métier en Suisse. Je ne l'ai pas fait, j'étais focus, je reste fribourgeois. Ouais. D'ailleurs, le pins, je l'adore là-dessus. Non, je reste focal, local au niveau suisse romande. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire. C'est un super terrain de jeu. Et puis, ça fait 20 ans que ça dure. Je garde ma ligne. J'ai la chance qu'on m'ait donné, on va dire, une confiance dans l'entreprise. En plus, une entreprise en plein développement. Pas du tout du métier de l'IT. Donc, il y a quand même une barrière ou une limite qui s'est gentiment cassé sur le métier d'informatique, j'y reviendrai juste après, mais également aussi une diversité dans les challenges que je voulais. Tu pars, tu montes des structures, à un moment donné, tu as un point A, tu arrives à un point B, tu l'as fini. Ce sera quoi le point C de demain? Super, on peut aller sur des projets clients dans l'hydraulique, dans le trading ou des choses comme ça. Ensuite, tu reviens après 7-8 ans, tu dis, est-ce que ça va être toujours la même entreprise avec le développement qu'on avait accompagné? J'ai pu reprendre d'abord une partie des équipes techniques sur le RP SAP. Donc là, aussi à l'écoute des gens, mélanger différents types de gens, des consultants fonctionnels, des développeurs, des techniciens, des administrateurs système, refaire une équipe, d'avoir une fusion là-dessus, de faire un pôle. On dit mais moyennement fort pour l'investissement qu'on faisait dans la boîte. Après, reprendre la gestion de l'ensemble des équipes opérationnelles de l'entreprise. Et puis là, depuis 2 ans, plus se focaliser sur le captage commercial et de développer les besoins clients de nos clients actuels. Donc voilà, c'est une belle histoire, c'est un beau fil rouge, mais c'est agrémenté, pourquoi j'ai pas changé, pourquoi je suis resté, les challenges, je les ai trouvés. Ça me correspondait, et puis voilà. C'est ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est pas que tu n'as pas changé, c'est qu'en fait, tu as changé 5 à 6 fois, mais dans la même structure. Ce qui est tu as réussi à trouver de l'évolution et du mouvement dans une structure unique, ce qui mais du coup, je pense, une des clés de comment envisager son... ça a bien matché, tu vois. Donc, entre les besoins de l'entreprise, son évolution, moi aussi, l'évolution personnelle, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Oui, tu te maries, tu as des enfants, tu vois différemment les choses, et puis tu vois différemment aussi le business là-dessus. Moi, j'adore, on me dit souvent, Adrien, 20 ans... c'est un dinosaure dans cette entreprise. Je dis, oui, peut-être, au fur et à mesure, effectivement, les cheveux se grisonnent gentiment. On remarque sur 220 personnes, on est gentiment dans la tranche un peu plus de la pyramide élevée, on va dire là-dessus, en termes, pas forcément d'âge, mais en termes d'expérience aussi là derrière. Donc c'est très enrichissant, c'est très challengeant aussi. Ça fait peur, il faut être là-dessus, de dire, oui, ma vie va se résumer professionnelle pour l'instant qu'à Ciseldina. Est-ce que je vais faire autre chose professionnellement? Il faut se remettre en question, il faut trouver une motivation, des challenges. Donc, voilà. Parce que une des questions que j'avais soulevées, c'était justement sur cette thématique-là. Après, on va revenir sur le métier d'informaticien et aussi sur comment ça a évolué. Mais toujours sur ton parcours, tu me disais qu'il y a eu plus de 5 métiers qui ont été vécus ou qui ont été... peut-être pour qu'on comprenne un peu le lot rapidement de ces 5-6 positions que tu as eues et du coup qui font écho à ce que tu viens de dire sur l'évolution, Alors de manière simple, on va parler dans trop de métiers techniques, mais en tant que tel, tu commences, tu es consultant.
hein. Tu es consultant guillemets business ou business analyst, hein. Après, tu deviens chef de projet. Après, tu coordonnes un programme de projet, hein. On appelle ça un programme manager aussi dans notre jargon aussi là-dessus. Et puis après, tu viens, là, dans mon parcours, tu viens manager. Alors d'abord d'une partie de l'équipe, puis après tu viens le delivery manager. C'est-à-dire que delivery manager, c'est pour moi, ça a été 12 ans en tant que tel, où j'ai coordonné l'ensemble des personnes qui avaient une compétence technique dans l'entreprise. Ouais. Tu peux rallier ça, on va juste démarrer un tout petit peu les prestations de Cizel, Dina, etc. Voilà. Tu as de l'ERP, tu as du SAP, mais tu as la partie technique. Ouais. Donc tout ce qui est hébergement, tout ce qui est la partie réseau, tout ce qui est la partie sécurité, tout ce qui est la partie poste de travail. Et là, c'était ce métier-là. En même temps, quelques années après, j'ai pu aussi revenir prendre la position de monde de la direction, hein, aussi de Cizel là-dessus. Alors là, là, c'est un peu plus compliqué. Tu mélanges, on va dire, de l'opérationnel, tu mélanges la partie stratégique et autres. Moi, c'était revenir 12 ans avant, parce que j'avais plus cet aspect des études, finance. Ouais, okay. Donc, c'est intéressant aussi. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas m'embarquer dans une voie, un peu une impasse, manager technique au niveau de l'IT. Tu reviens et puis tu as d'autres discussions, tu réfléchis stratégiquement et autres. Et puis, après, maintenant, tu évolues sur la partie commerciale, ce développement-là, où là aussi, c'est toute une stratégie et là-dessus, avec un accompagnement historique auprès des gens. Donc, j'aime bien aussi ce rôle de mentor et d'accompagnement des gens. Important. Ça fera un peu le lien avec la partie académique, on verra un petit peu plus tard, quoi. Magnifique. Peut-être dernière question très généraliste sur ton parcours aussi. Si tu devais nommer une de tes plus belles réussites sur ces 20 ans qui viennent de se passer, ce serait quoi? Ouais, merci pour la question, c'est bien, c'est sympa. Une de mes plus belles réussites, pour moi, c'est personnellement d'être resté moi-même, d'être resté fidèle, que ce soit de manière personnelle, professionnelle, d'avoir su garder mes lignes, d'avoir pas paniqué. Et puis, je suis très fier de rester à Dina et d'être à Dina depuis ces 22 ans. Donc voilà, oui, c'est un honneur pour moi et un plaisir de chaque jour, quoi. Magnifique. Bon, écoute, parlons de Dina. Oui. Il y a plein de choses à dire. Peut-être, pour commencer, je pense qu'il y a une sorte d'éclaircissement général à faire. Dina, il y a plusieurs services. Il y a Dina Consulting, Cloud, SAP, Sécurité. Il y a aussi une académie qui a été lancée. Est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de qu'est-ce qu'est Dina ? Alors, avec grand plaisir. Alors, on va vulgariser tout ça. Donc, effectivement, bienvenue dans le monde IT, là-dessus. La question, c'est la même que quasiment beaucoup de clients me posent. L'informatique en tant que telle, c'est assez simple. L'informatique, c'est le moyen de pouvoir faire avancer, faire travailler les gens d'une entreprise dans leurs différents métiers. Et puis, on va se focaliser sur les métiers, notamment, qui vont rapporter de la valeur ajoutée pour une entreprise. Et puis, l'informatique, c'est un moyen de support pour faire ça, pour optimiser, pour automatiser les choses. La chance et le potentiel de Dina, c'est qu'à un moment donné, on arrive de raconter une histoire. D'accord ? Donc, une entreprise se crée avec des gens, donc ça a besoin de communiquer. Donc, pour communiquer, notamment, tu utilises des informations. L'informatique, c'est purement et simplement le traitement de l'information. D'accord ? Donc, pour avoir accès à l'information, tu utilises un poste de travail. Donc, ce poste de travail, tu le connectes via un réseau. Et tu veux, on va dire que pas tout le monde voit la transmission de tes informations. Donc, c'est de la sécurité. Tu vas te connecter à de l'Internet, mais tu vas surtout te connecter à une application, ou peut-être qui sera hébergée sur un serveur informatique dans une salle machine d'informatique, etc. Voilà. Et puis, pour te connecter sur un serveur, tu as une envie, c'est soit tu veux accéder à des données, donc des fichiers, puis pour ouvrir ces fichiers ou pour faire un processus, faire une facture par exemple, etc., tu as besoin d'un logiciel comme de la bureautique, Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, ou tu as besoin d'une application métier, que ce soit un système de comptabilité ou de gestion des ressources humaines ou je sais pas, financier aussi par rapport à ça.
Ouais. Donc l'informatique, c'est ça. Hein. Et puis c'est important parce qu'à un moment donné, tu as cité les différents piliers, on va dire, de Dina. Donc effectivement, tu as la partie cloud. Donc la partie cloud, c'est tout ce qui est hébergement de l'information dans nos centres de calcul, data center, forcément parler. C'est là, on va dire, on a toutes les armoires, où on va dire on a tous nos serveurs, qui soient physiques, virtuels, etc. Donc c'est là-bas qu'on héberge tout. Donc c'est un gros travail aussi de pouvoir mettre en place ces infrastructures-là. Donc ça, c'est vraiment l'équipe cloud. Dans l'équipe cloud, on a intégré aussi la partie poste de travail. Aussi là-dessus, donc tout ce qui est workplace, comme on l'appelle, de manière, on va dire, moderne de plus en plus, avec de la collaboration, de l'accessibilité, de la mobilité, etc. Donc toute la suite, Microsoft 365, du Teams, du SharePoint, des choses comme ça, tout accessible en tout temps par tout le monde, sécurisé. Ça, c'est une couche, donc ça, on est vraiment sur la partie cloud. Tout ce qui est sécurité, network, sécurité, donc forcément, c'est les tuyaux en tant que tels qui permettent d'accéder à Internet ou à d'autres choses de manière sécurisée. Donc voilà, il y a telles permissions qui sont des ouvertures techniques et autres, donc sur la partie réseau, s'assurer que toutes les fibres soient tirées par les providers actuels, que ce soit Swisscom, Sunrise, etc., de configurer tout ça, de mettre des éléments, on va dire, physiques à l'entrée de chaque bâtiment, bureau, et de sécuriser là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième pilier qui met sur la partie technique de Dina, qui s'appelle ICT, on va dire, donc infrastructure et communication technologie, là-dessus, là derrière. L'autre pilier, le deuxième pilier un peu grande maille de Dina, c'est la partie consulting, ERP, SAP en tant que tel. Donc un gros focus, nous, sur un ERP. Qu'est-ce qu'un ERP ? C'est un logiciel de gestion d'entreprise qui est intégré. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à un moment donné, il y a un module financier qui fait de la comptabilité, du contrôle de gestion. On a un module ressources humaines, on a un module de production, on a un module de logistique, que ce soit en achat, vente, gestion des stocks, etc. Et tous ces modules, ils parlent ensemble. Ça veut dire que voilà, si moi, je te facture une prestation, là derrière, toi, tu auras une fiche client, mais cette fiche client, elle va être liée avec un projet où mes gens, dans la partie RH, ils vont imputer leurs heures, ça va remonter jusqu'à la compta, jusqu'au contrôle de gestion, etc. Voilà. Magnifique, très clair. Donc, vulgairement, c'est ça. Donc, nous, notre principe, c'est que on met en place comme un entrepreneur. On capte les besoins d'une entreprise, qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi les problèmes actuels, c'est quoi les besoins. Donc réflexion sur mesure et puis implémentation des outils pour la gestion de l'entreprise. Exactement. Et puis après, tout ce qui est, entre guillemets, pour nous, la partie SAV, tout ce qui est le support, l'exploitation. Pour que je me rende compte, ça va de la petite PME au groupe ou c'est quand même plutôt axé Alors, la stratégie de Dina, c'est pas forcément l'utilisateur final. On n'est pas dans du B2C, on est vraiment dans du B2B, B2B avec, on va dire, une certaine grandeur d'entreprise, entre grandes, petites, à moyenne, versus des plus grandes. Donc, entre 50, 60 utilisateurs jusqu'à 500, 1000 utilisateurs. Magnifique. Voilà. Et puis, alors, on revient sur ce que tu as commencé à aborder avant, sur aussi l'évolution du métier. Oui. Est-ce que tu peux, du coup, nous en toucher un mot sur qu'est-ce qu'un informaticien en 2025, 26 et plus tard? Parce que là, il y a une autre question sous-jacente à ça, c'est aussi l'évolution de la technologie de manière générale. On est dans une accélération assez folle. Comment vous appréhendez tout ça chez Dina ? On peut faire plusieurs choses. On va prendre un petit passé historique de nos connaissances du collège. Quand on a fait des cours d'histoire, on a beaucoup parlé de révolution industrielle à plusieurs étapes, la première, deuxième, troisième, etc. Également après les industries 1.0 jusqu'à 4.0, etc. C'est la même chose, révolution aussi dans l'informatique, au niveau des métiers, comme tu l'as très justement dit. Donc on part au départ, pour moi, 2003, c'est des personnes, d'informaticiens, alors pas des extraterrestres, mais un tout petit peu. Déjà, les locaux à l'époque de Cizel, ça s'appelait comme ça, c'était un peu des cages à lapins. D'accord, c'était très séquencé, c'est le contraire de l'open space qu'on a maintenant. Tu as deux techniciens ou développeurs qui sont dans un monde, qui discutent pas forcément avec les autres, etc. Donc chacun fait un peu dans leur coin, c'était un peu la mode old school. De part aussi que les solutions même qui étaient proposées n'étaient pas intégrées. Je parlais de ERP avant, c'était, on va dire, les prémices
de SAP, de l'ERP, etc. Ben voilà, tu avais besoin d'un truc, d'un logiciel pour faire telle ou telle chose. Ben voilà, tu avais ce logiciel, on développait ça, il n'y avait pas d'autres interfaces. Ouais. Ce qui sortait, c'était du papier. Tu donnais ça à la voisine de gauche qui ressaisissait ça dans le logiciel suivant. C'est pour imaginer, mais voilà, c'était très, on va dire, pas séquencé, mais très limité de manière, entre guillemets, géographique là-dessus. Ouais. De plus en plus, après, il y a eu 2 changements. C'est qu'il y a eu beaucoup d'intégration, il y a eu beaucoup d'optimisation sur le fait que les données, on ne veut pas les saisir 2 fois, on ne veut pas les saisir 3 fois, etc. On aimerait que les données, déjà, elles soient quasiment toutes à la même place. On aimerait que les données, si elles sont sur un logiciel, elles soient transmises automatiquement sur un autre. Et puis, ça suit ce processus-là, etc. Donc, cette manière d'amélioration continue, elle s'est faite au fur et à mesure des gens. Déjà, pour développer au niveau technologique. Donc ça, c'était la veille, c'était les développements des éditeurs, des fournisseurs, etc. pour donner plus de potentiel versus diminuer aussi les coûts. C'était ça le but. Tu vois, parce que plus tu vas automatiser, plus à un moment donné, tu vas économiser de l'argent sur des tâches qui n'étaient pas à valeur ajoutée. Ouais. Voilà, ça c'est une chose. Également, le besoin est venu aussi de l'externe, du client, du business en tant que tel là-dessus. Un CFO, forcément, à dire ah non, mais je veux optimiser l'informatique, même en commun. Ouais, ça me coûte beaucoup trop cher, etc. Bon, ok, ça c'est une chose. Ce qui coûtait cher, c'était surtout les processus internes, qui prenaient un temps fou aussi par rapport à ça en parallèle des outils qui n'étaient pas forcément les plus, on va dire, modernes ou adaptés. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire que pour revenir à la question, Dina a dû s'adapter par rapport à ça. Ouais. Donc à un moment donné, soit tu prends ta locomotive, tu as un tout petit peu de vent, soit tu essaies de raccrocher le dernier wagon. Voilà, il faut trouver ce bon mélange-là. Des fois, tu devras, parce que la technologie va tellement vite, d'autres fois, tu es en avance. Ouais. D'accord. Donc, tu essaies toujours d'être un tout petit peu en avance aussi par rapport à ça. D'écouter ce que le marché aussi te ramène et puis de t'adapter aussi par rapport aux besoins. Ouais. Exactement, quoi. D'écouter vraiment le marché. Et ce changement-là, il est hyper important parce qu'à un moment donné, tout le monde a changé là-dessus. Tu prends à l'époque un technicien qui était uniquement dans sa cage à lapins. Voilà, ce technicien, ce développeur-là, maintenant, il doit écouter le client. Ouais. Avant, pas. Avant, il était cloisonné. C'était un peu un chef de projet qui prenait quelques besoins, qui essayait de lui retranscrire des choses, etc. Mais maintenant, c'est la personne même qui doit comprendre le besoin. Et il y a beaucoup plus d'interaction, d'interactivité. C'est beaucoup plus intéressant. Aussi. Magnifique. Par rapport à ça. Parfait. Du coup, je pense qu'aussi l'évolution aujourd'hui, elle est d'autant plus dans votre secteur, impactée par l'IA et par tout ce qui arrive. Je pense que tu as un avis sur la question. Ouais, alors déjà, en prémisse, oui, on parle beaucoup d'IA. On va essayer de démystifier un tout petit peu ça ou un peu voir ma vision là-dessus. Il faut reprendre un petit historique aussi. L'IA, ChatGPT, que les gens commencent à connaître, parce que ça fait grand buzz aussi là-dessus depuis 1 année et demie, 2 ans. Voilà, beaucoup l'apprécient, beaucoup ont peur. Il y a beaucoup de thématiques qui sont là-dessus. Reprenons un tout petit peu en arrière. L'IA, en gros, ça fait à peu près une 15aine ou 20aine d'années que ça existe. Il faut bien s'en rendre compte. OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT là-dessus, eux, ça fait 8 ans qu'ils existent. Ça fait 8 ans qu'ils ont des ChatGPT là-dessus. Et puis, voilà, c'est pas une révolution là derrière. Pour moi, c'est une évolution. Pourquoi ? Là-dessus, on le voit dans l'informatique. Je le fais le pendant avec Dina sur un exemple bien simple. À l'époque, comme on le disait avant, on voulait accéder sur un serveur pour une application. Oui. Maintenant, on accède sur un serveur qui a peut-être plusieurs applications là-dessus. Avant, on devait acheter, commander en Angleterre ou en Amérique un serveur qui déjà pesait quasiment 1 tonne et autres. Après, ils ont bien réduit les volumes. Ouais. Ce serveur-là, au fur et à mesure, on a passé d'une transformation physique à virtuelle. C'est-à-dire qu'on a une grosse, on va dire, armoire. Et dans cette armoire-là, au lieu d'avoir 1 tonne par serveur, on a peut-être 100 grammes sur un serveur virtuel. Pour déployer ça, on va dire, utilisé des outils d'automatisation. D'accord, de plus en plus rapide. Avant, installer un serveur, c'était 2 jours. Actuellement,
mettre en place un serveur, ça dépend de la complexité, c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes pour les plus simples. Ouais. Donc là-dessus, on a profité de la valeur ajoutée de la réflexion humaine, on va dire, pour pouvoir faire cette automatisation. Les outils ont suivi aussi qui permettent de faire ça. Comme la partie IA est venue compléter la partie automatisation, mais de façon auto-apprenante. D'accord ? Ok. Donc, intelligence artificielle, on va vraiment porter ce nom-là sur ces 2 mots. Ouais. D'accord ? Donc, l'intelligence, on l'avait avant. C'était l'intelligence humaine là-dessus. L'intelligence artificielle, ça va remplacer une partie des tâches de base que l'humain a appris à la machine. Ouais. Parce que la machine, elle ne va pas arriver aujourd'hui. Elle, c'est une machine, elle est complètement stupide. Elle a besoin d'être dirigée, quoi. Elle a surtout besoin d'être peuplée dans son cerveau. Ouais. Donc, on va lui apprendre les choses. Et ça, c'est l'humain qui va lui apprendre les choses. Donc, au départ, on lui apprend. Et puis, au fur et à mesure, après, on a une évolution. On a ça auto-apprend. De par elle-même, déjà mais de par aussi des comportements humains. Et ces comportements humains ont pu être transformés entre de faire des tâches redondantes qui embêtent tout le monde. Si chaque jour, je dois passer 4 heures à contrôler 500 machines. OK, tu fais quelque chose d'automatique, auto-apprenant. Travaille une fois, puis après, Il fait le contrôle ouais. peut-être en 3 secondes, ce que faisait une personne en 4 heures avant. Ouais. Ce qui fait l'intelligence, on va dire que tout le monde voit, on n'est pas à la sauce américaine, c'est de pouvoir capter ce changement-là, de dire OK, on va dire centraliser ou optimiser également nos compétences à valeur ajoutée. Dina, nous, on vend des services, on est une société de services. Donc, on va vendre des heures de prestations de nos personnes, donc de l'humain là derrière. Donc, en gros, toi, tu vas peut-être pas payer 4 heures de monitoring chaque jour, tu vas peut-être payer un service. Par contre, tu vas pouvoir dépenser ces 4 heures. Oui, j'ai envie que tu me fasses telle analyse ou tel développement, etc. Donc, on a une évolution technique, mais on a aussi une évolution dans les métiers qui sont aussi de plus en plus intéressantes pour les gens. Oui, parce qu'au final, en 4 heures, tu pourras aussi te proposer une palette de services beaucoup plus large que ce qui aurait été fait il y a 5 ou 6 ans en arrière, ou des automatisations, ce genre de choses qui avant prenaient plus de temps. Exact. Les 4 heures sont quand même là. Exact. Mais ce qui est dans les 4 heures, au final, évolue, quoi. Oui, et puis ces travaux à valeur ajoutée, c'est valorisant pour le client parce qu'il paye pour quelque chose de factuel qu'il va recevoir et être utile par la suite. Mais c'est valorisant pour l'employé aussi. Super, il a fait 4 heures de monitoring, à la fin, c'est bon, quoi, c'est réglé. Par contre, il a dû, lui, creuser dans sa tête, apporter de la valeur, réfléchir, proposer des solutions, se former, faire de la veille, s'intéresser à quelque chose. Déjà, lui, ça va l'intéresser. Et une entreprise, comme une start-up, mais comme on a, nous, la nôtre, dans ces évolutions technologiques, innovations informatiques, nous, en tant qu'employeur, manager, on se doit de donner ces challenges-là aux gens. Autrement, on ne va pas être attractif là-dessus. Tu rebondis sur ma prochaine question, c'était justement à l'interne. Est-ce que vous avez une généralité? Est-ce que les employés s'approprient cette technologie? Est-ce que certains mettent un peu les pieds au mur? Est-ce que d'autres, justement, demandent encore plus? Enfin, comment vous appréhendez l'apprentissage et justement la veille et tout ça, la mise en place dans vos équipes de ces évolutions-là? Oui, tout à fait. Alors, on a un peu cassé la barrière sur le fait que les gens ont peur de la suite. Ils sont un peu leur bilosité permanente. Oui, mais ça sera quoi demain? Est-ce que mon travail va être assuré parce qu'il y a ce changement-là, etc. Alors déjà, on les rassure sur le fait que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Déjà, ça peut prendre du temps. Et on habitue les gens aussi, et managers ou employés aussi là-dessus, de dire ok, maintenant, c'est quoi le potentiel, c'est quoi l'évolution dans l'entreprise. Tu vois, on part en 2030, en 2003, on est 30. On arrive maintenant, on est 220. Donc voilà, rien que sur ça, rien que ces petites valeurs-là, fait qu'à un moment donné, pour moi, je trouve que la valeur de l'entreprise, et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, dans mes valeurs personnelles, on évolue, on s'ouvre. D'accord ? Donc, tu auras toujours 2 phases. Donc, tu auras toujours un top-down, donc en gros, des axes stratégiques. On va aller dans tel ou tel domaine parce que là, on sent qu'il y a du potentiel. Ça, c'est une décision de direction, de manager, etc. Mais également du bottom-up. Donc, à un moment donné, il y a aussi de l'ouverture sur le fait de donner confiance aux gens qu'ils peuvent, on va dire, proposer des choses,
prendre des initiatives et donner ces éléments-là qui sont riches. Et à un moment donné, quand tu mélanges ces deux choses, la mayonnaise, elle prend, et puis voilà, quoi. C'est tout bénef aussi là-dessus, quoi. Et puis du coup, pour les plus jeunes, là, j'aimerais venir sur justement Dina Academy. C'est une nouveauté, si je ne me trompe pas, ou ça existe quand même depuis... Alors, Dina, l'académie en tant que telle, ça fait à peu près 4 ans. Ah, quand même. Ah ouais, Tout d'accord. à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer justement dans la stratégie ou aussi pourquoi... Alors, j'ai été voir des vidéos ce matin très axées pour les jeunes et tout ça. J'ai trouvé ça très sympa. Explique-moi, c'est quoi Dina Academy? Dina Academy, il y a deux voies, il y a deux axes qu'on va voir gentiment par après. On a un axe de recrutement de jeunes talents. Okay. D'accord. Et puis on a un axe sur la partie de continuité interne de formation et d'être up-to-date dans les compétences. Ouais, okay. D'accord. Donc c'est vraiment ces deux grands axes-là. Alors on part historiquement de nouveau, hein. Donc effectivement, à l'époque, l'ensemble des collaborateurs internes, tu dis oui, tu es dans la technologie, tu dois évoluer dans ça en continu. Parce que le train accélère de plus en plus, hein. C'est plus une locomotive à vapeur, c'est un peu un TGV, hein, voire un peu plus dans le futur. Voilà. Donc comment, déjà, première thématique en interne, comment s'assurer le suivi et en continu l'amélioration ou d'être à jour avec les compétences technologiques et la veille. Grand défi, hein. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que nous, gentiment, on a monté. Au fur et à mesure, par équipe, tu fais un plan de formation avec le budget qui t'est donné, tu te donnes des grands axes et autres par rapport à ça. Tu reconfrontes le top-down, le bottom-up aussi là-dessus. Voilà, tu es en version un peu old school là-dessus. Ce qu'on a essayé de transformer là derrière, c'est de créer déjà une académie, une école interne pour nos collaborateurs dans l'entreprise. Donc en gros, c'est comme si tu suis un bachelor, mais ça serait sur entre 6 et 8 semestres, d'accord ? Et tu mélanges, on va dire en continu, tout un parcours de formation. Que ce soit en termes, en guillemets, de comportement, de méthodologie. Dans notre jargon, c'est soft skills, là-dessus. Par exemple, gestion des conflits, écoute client, gestion de projet, etc. Versus la partie plus technique. Nous, ce qu'on mentionne, c'est hard skills. Ouais. Donc voilà, toi, Maxime, tu vas aller sur la partie poste de travail. Forcément, tu devras aller suivre des cours Microsoft, sur Azure, sur les plateformes Modern Workplace, etc. etc. Voilà. Donc on mélange ces deux aspects-là. Et pour les personnes où on capte un potentiel, des personnes peut-être qui entrent dans l'entreprise, des personnes qui sont techniciennes ou ingénieurs, etc. À chaque étape, on a plusieurs axes. Donc, tu es technicien, qu'est-ce que tu dois rattraper par rapport au minimum qui est demandé au niveau des compétences? Deuxième axe, comment tu peux te renforcer? Et troisième axe, comment tu peux upgrader entre technicien, ingénieur, entre ingénieur, chef de projet, ou architecte, ou manager, etc. Donc, toute cette philosophie-là, c'est comme ça qu'on l'a déclinée en interne, où on applique de plus en plus ça pour l'ensemble de nos métiers, comme on a vu dans les piliers avant. Ouais, c'est une très bonne stratégie, je trouve. Donc, beaucoup d'investissements qui sont faits là-dessus. Intégrés dans le temps de travail. Alors après... ou pas. Non, juste pour que je me rende compte, est-ce que ça fait partie intégrante du travail ou c'est des à côté? Ou est-ce que pour celui qui veut justement passer de chef de projet au grade en dessus, ils doivent s'annoncer, c'est vous qui venez entre guillemets... comment ça se fait? Les gens postulent Non, rebelote la partie top-down, bottom-up, aussi là-dessus. Donc, grand axe de stratégique au niveau de l'évolution des produits. Quand tu fais ça au niveau de l'entreprise, forcément, tu as besoin de personnes qui maîtrisent, qui ont les compétences et idéalement qui soient certifiées. Donc, forcément, là, tu as déjà un plan de formation qui se fait gentiment, voire même très sûrement là-dessus. Et en parallèle, tu as le bottom-up, tu as la veille. Je suis sur tel domaine de développement technologique, super, là j'aurai un complément, parce qu'il y a un cours DevOps par exemple, ou d'automatisation de développement, ou il y a un cours IA qui est propre à la technologie que je fais maintenant, etc. Donc, il y a tout qui se rejoint. On revient sur la même philosophie qu'on discutait avant, mais là, on utilise ce processus d'entreprise aussi sur la partie compétences ressources humaines. Après, il faut toujours considérer les formations comme des projets. Si tu ne le fais pas, tu ne fais rien.
Ouais, D'accord. hyper Tu le intéressant. planifies. Ouais. D'accord. Donc tu dis, ah ben super, on définit nos grands axes de formation pour 2025, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais si à un moment donné, tu dis, ben, sur une équipe de 15 personnes au niveau réseau, ben oui, on va faire ça. Ah ben voilà, ben, tu dis c'est en janvier. En Ouais. avril, ah ouais, ben on va faire ça. Ah ouais. Et Quand on puis aura tu le temps. arrives en novembre, puis tu dis, on n'a pas fait ça. Ouais. Eh ben dommage. Ouais. Mais tandis qu'à un moment donné, si tu dis, tu prends dans cette philosophie-là, ok, comme n'importe quel défi, mais là on est sur la formation qui peut-être, ben, des fois, ben oui, c'est pas quelque chose qui va rapporter de l'argent. Des fois, les gens se disent, ben, c'est une perte d'argent parce que j'ai pas facturé à mes clients. Oui, mais à un moment donné, c'est pour être à jour Ouais. sur le train de la technologie. Et puis, ben, c'est quelque chose que ben, peut-être ces compétences, tu les vendras plus tard. Ouais. C'est marrant parce que à notre taille, c'est complètement différent, mais ça résonne ce que tu dis parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé à l'interne pour faire avancer les projets internes de l'entreprise, c'est de les considérer comme des projets clients. Et du coup, de mettre des blocs clients, entre guillemets, dire en fait non, là le délai il est là et c'est un bloc client. Ben, Et- exactement. Et du coup, pour transmettre cette vision de à quoi ça sert, ben, à quoi ça sert ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Et j'ai pas trouvé d'autre méthode Ouais. que de considérer ça comme parce qu'effectivement, sinon Tu fais pas. le cerveau humain est axé sur son client. Oui, alors, son, ce qui est tout à fait naturel, ouais, hein, ouais. parce que tu fais un truc, tu es dans une entreprise, le but de l'entreprise, c'est d'être rentable, hein, Ouais. de pouvoir payer tes employés à la fin du mois, de pouvoir avoir quand même du cash pour réinvestir, pour développer aussi là-dessus. C'est normal. Ouais. C'est normal, mais il faut se prendre conscience de ça. Et là, bah, tu m'arraches les mots de la bouche. Moi, je parlais de formation, mais c'est comme tout projet interne. Ouais, Donc, clairement. c'est une C'est- globalisation Ouais. aussi là-dessus. Donc ça, c'est une petite partie, enfin, c'est une partie de l'académie. Puis l'autre partie, c'est la partie recrutement de talents, on va dire. Oui. On appelle ça de jeunes talents. Alors jeunes, pas en termes d'âge, hein, mais jeunes en termes de compétences aussi là-dessus. Donc aussi, ben, historiquement, il y a 4 ans, nous, au niveau technique, on a toujours voulu, dans l'essence même de Cizel à l'époque, mais aussi de Néo, mais maintenant de Dinard, d'avoir cette focalisation de transmettre, de former aussi l'ensemble, on va dire, de ces compétences-là, et aussi d'avoir des compétences de manière locale. Ouais. Là, on y reviendra, parce que c'est un bel aspect au niveau informatique. Mais par contre, ben voilà, on part il y a 4 ans, on avait un apprenti qui était suivi par un maître d'apprentissage, et puis, ben voilà, il y avait avantages, inconvénients par rapport à ça. On s'est dit, bon, ben voilà, problème sur le marché, pénurie de ressources, difficulté à recruter, coût important aussi dans les processus de recrutement, hein, Ouais, aussi ok. par rapport à ça. Ben voilà, on s'est dit, ben, un moyen à moyen long terme, c'est pourquoi pas on les forme chez nous. Ouais. Et puis après, évidemment, Exactement. il reste. Donc là, on a étoffé déjà une première filière dans ces jeunes talents. Facile, hein, c'est au niveau CFC, suivi des Ouais. apprentissages. Nous, on s'est focalisé vraiment sur un des 2 CFC informatiques, qui était tout ce qui est infrastructure et exploitation. C'est Ok. le cœur même ICT là-dessus. L'autre cursus, c'est développement. C'est quelque chose qu'on réfléchit aussi là-dessus à faire ça. Juste pour que je me rende compte, vous êtes dans une situation où c'est difficile de recruter, où il y a suffisamment de monde sur le marché. Juste Non, pour que alors je me rende voilà. compte. Il y a déjà 4 ans, c'était difficile. Ah ouais, là c'est en cours. D'accord. Ouais. Et puis de plus en plus, ça devient difficile. Ah Alors, ouais, d'accord, voilà. ok. Il y a une Ok. pénurie D'accord, ok. de ressources parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de place là-dessus. Mais il y a aussi une pénurie au fur et à mesure. Ben voilà, les gens se tâtent. Oui, je fais de l'informatique, mais la plupart des jeunes qu'on voit, mais c'est quoi de l'informatique industrielle? Ouais. D'accord. Là-dessus. Beaucoup dans l'informatique, ben oui, tu vas faire du graphisme, tu vas faire du développement de jeux vidéo, Ouais, etc. quand tu etc. réfléchis Voilà. comme ça, c'est Vu- trop vaste. Vulgariser, c'est ça. Ouais. Tandis que là, ben voilà, là on est sur des compétences plus techniques, plus industrielles, et là on essaye de capter. Donc cette phase d'apprentissage, ben, au départ, actuellement, ben, on a étoffé ça, on a pris 2 apprentis, 3 apprentis, on a mis en place aussi un processus Mhm. comme un recrutement normal, mais pour des apprentis. Donc en gros, pour un apprenti qui va commencer au mois d'août d'une année plus 1, ben, on va commencer le recrutement quasiment en septembre de l'année d'avant. Le but, c'est qu'arriver comme cadeau de Noël à fin de l'année, fin décembre, c'est que les 2 apprentis qu'on va engager au mois d'août, Mhm. ben, ils aient signé leur contrat d'apprentissage avant les fêtes de Noël. Ouais, très Voilà. clair.
Ouais. Voilà. Donc là, on a beaucoup de demandes. Et puis, on se garde vraiment sur là-dessus. Donc ça, c'est une des filières au niveau des jeunes talents. L'autre, c'est également l'intégration au niveau des stages. D'accord ? Donc, dans les stages, on a soit des stages définis. D'accord ? Donc, dans nos technologies, dans nos métiers, on accompagne, on aide, on donne des informations pour faire des travaux de bachelor, de master ou d'autres travaux académiques liés à des écoles techniques, comme des écoles d'ingé, des choses comme ça, etc. Donc ça, c'est une partie. Et ça, c'est peut-être 100% où les gens, dans une durée limitée, 2, 3 mois, 6 mois, une année, font leur stage au sein de l'entreprise. On essaye aussi de les faire passer un peu partout pour voir un peu l'esprit entre guillemets transverse, un peu MacGyver de l'époque, et de pouvoir dire, ok, j'ai pas touché que l'infrastructure, mais également un peu à la partie réseau, à la partie développement, à la partie applicative et autres. Comme ça donne déjà un cursus là-dessus. L'autre méthode au niveau des stages, c'est des stages en mode dual. C'est-à-dire que les gens peaufinent leur formation en cours d'emploi. Oui. Donc, soit c'est du 50-50, soit c'est du 60-40 ou 40-60 là-dessus, ou d'autres thématiques. Donc voilà, une personne qui va sortir d'une école technique de formation, souvent, elle doit faire encore leur maturité. Donc, au lieu de faire une année de maturité à 100% à l'école, ils vont faire ça en 2 ans. Ça va être 40% à l'école. Et puis 60%, ils sont employés stagiaires d'INA. Okay. Et puis d'autres, après, ils continuent leur école d'ingénieur, etc. là-dessus. Magnifique. Donc voilà. Ouais, très clair. Écoute, merci pour l'explication. Il nous reste encore quelques minutes. J'ai encore pas mal de questions. On va passer un petit peu sur... j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'expérience de manière générale. Parce que au final, qu'on soit directeur, qu'on soit entrepreneur, en fait, c'est tous des mots au final qui sont liés à de la gestion de projet, à du stress, à de l'évolution. De manière globale, j'aime bien poser ce genre de questions. Ça a été quoi peut-être tes plus gros moments de doute ou de questionnement et les leçons, les grandes lignes, les grosses leçons que tu peux tirer aujourd'hui de ce parcours? On revient à la première phrase que tu as dit. Pour moi, la philosophie, c'est avoir confiance en soi, de challenger en continu cette confiance en soi, de ne pas se reposer sur ses lauriers, et puis d'avoir cette fibre, d'avoir des défis dans la vie, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. Donc, croire en soi dans des choses, des fois, qui sont inconnues, mais qu'on a envie de faire. Est-ce que toi, tu sens que tu as besoin de l'évolution ou tu accepterais une situation pas stagnante, mais... J'aime bien l'évolution. Ouais, ok. Ça, c'est intéressant parce que c'est souvent un trait, c'est souvent un trait que je retrouve, c'est où tout ça s'arrête au final. Ouais. Exactement. Alors oui, voilà. On a deux milieux. On va trouver dans la zone grise versus le blanc, le noir là-dessus. Alors forcément, tu as une personne qui est un peu fonctionnaire, qui va vouloir se reposer sur ses lauriers. Ok, c'est nickel. Je sais que la fin de ma vie, tous les jours, le vendredi, je fais ça, quoi. Ouais. Ok, super. Après, tu as l'entrepreneur complètement start-upper, on va dire là-dessus. Lui, d'entrée, il veut développer à chaque fois des choses nouvelles. Oui, j'ai fait 50-60% de ce que je voulais faire. Ok, c'est bon, je revends et je refais autre chose, etc. D'accord. Donc moi, j'aime bien d'avoir ce milieu-là, surtout sur le fait d'avoir à chaque fois des nouveaux challenges, de pouvoir développer des choses qui sont utiles pour un tout, pour un système. Exemple là de Dina aussi, c'est que sur un moment donné, de dire, ok, voilà, au fur et à mesure des histoires, tu tournes la page, tu la transfères bien, mais tu sais que tu as été quand même au bout de ce que tu as fait. Et puis tu es content là-dessus. Voilà. Mais tu as quand même vécu cette phase de confort. Ouais. D'accord ? Parce que dans cette phase de confort, ce qui est important, on ne recherche pas uniquement à chaque fois, oui, je veux vraiment l'innovation. Peut-être que l'innovation, des fois, elle est permanente et continue. Et l'innovation, des fois, c'est des détails. Oui. Ça, c'est aussi et de maintenir l'innovation, le niveau qu'on a voulu évoluer, pas à chaque fois louper 2 marches. Un challenge, il est là aussi. Certains
le comprennent un peu moins que d'autres. Oui. Mais voilà, cette phase de développement, ensuite la phase de stabilisation, de remise en question, où là, tu diminues un peu ton pourcentage d'évolution aussi là-dessus, mais tu évolues quand même bien, c'est ça. À un moment donné, quand tu vois sur une courbe de Gauss que tu diminues en termes d'intérêt, Mhm. il faut pouvoir Il faut anticiper et mettre puis changer avant que tu touches le fond. Ouais. Parce que voilà, après, c'est ce que je vois aussi, il faut être intelligent pour se dire, OK, j'arrête maintenant. Et puis peut-être la personne qui reprend ce que tu as fait, ben elle va pas descendre. Ouais. Parce qu'en gros, ben, tu as encore du jus dans ton citron, si on peut dire ça comme Ouais, ça. Tu je vois. vois. Elle vient avec un jus neuf, un citron neuf, ben voilà, ça repart. Et est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, justement, ce côté un petit peu, tu l'as dit avant, le côté mentorat, le côté un peu transmission, est-ce il a toujours été là ou est-ce que justement il évolue avec l'expérience ou c'est quelque chose justement que maintenant c'est en train de faire la balance entre tu veux mener les projets ou plutôt aider ceux qui vont mener les futurs projets? Comment tu vois aussi ça Ouais, c'est l'évolution dans la vie aussi. Tu vois, Ouais, tu commences, tu es junior, chef de projet, etc. Alors là, tu attends des choses d'un mentor. ouais, Ce que j'ai eu la chance d'avoir à l'époque, et encore maintenant, il y a bien quelques personnes qui sont pour moi mentors dans leur domaine, et je capte, on va dire, ces informations-là. je me permets juste de te poser une question parce que ça c'est un truc qu'on me demande souvent. Ton mentor ou la personne qui t'a mentoré, elle est tombée du ciel ou tu as été la chercher, tu l'as trouvée comment? Juste pour que j'ai le détail de Ah ouais, ok. comment c'est arrivé qu'un jour quelqu'un t'a dit, toi, je vais te prendre sous mon aile et Alors il y a eu deux choses. Il y a un premier mentor, ben, il est tombé un peu du ciel parce que c'était mon cher papa. ouais, Donc d'accord, ça, c'est une familial, ouais, chose. Et ok, puis après, ben, en 2003 aussi, la personne qui était sous-directeur et qui venait d'arriver, il venait aussi d'un gros cabinet de consulting et autres. Ben voilà, il avait une démarche qui m'intéressait, très fonceuse ok, ouais, là-dessus. Et puis là, il m'a capté. C'est lui qui m'a pris sous son aile. Moi, je demandais que ça ouais, là-dessus. ok, Mais voilà, là, il y a eu une alchimie. Mais j'ai pas été demandé à quelqu'un. ouais. Mais donc, du coup, donc le côté familial et le côté dans l'entreprise, il Ouais, arrivait, il a vu que tu avais aussi l'énergie de exactement. vouloir aussi aller dans ce Ouais. sens-là. Et puis, ouais, ok. Donc Ouais. ouais. Là, Non, des mais bons petits anges là qui c'est sont hyper arrivés. inspirant parce Ouais. que moi, je fais partie de ceux qui auraient rêvé avoir un mentor pendant 20 ans. Et puis, du coup, effectivement, mais donc, du coup, je comprends bien, c'est l'esprit, c'est aussi dans l'entreprise que Oui. ça s'est fait. Oui, et Et puis ouais, c'est un mentor assez intelligent, tu vois. C'est pas, il a en donné, voilà, il te donne des bribes, il vient du consulting, il te donne quelques éléments. Puis après, c'est toi qui fais tes preuves, qui grandis ouais, toi-même. Donc voilà, ça a il été fait ta cuisine. une grande aide par rapport à ça. Ok. Tu as dit avant l'évolution, on est passé d'un train à vapeur à un TGV. Mhm. La suite, c'est quoi? C'est un avion de chasse ou... Ouais, on va rester sur les rails. Après, c'est peut-être des trains à propulsion de manière très électronique et autres. Mais voilà, donc oui, l'évolution, il y aura toujours. Les révolutions, comme je disais, informatiques, on est peut-être à la 18.0 en termes technologiques. Voilà, la partie IA, on fait partie. C'est Mhm. une continuité pour moi. On continue le changement de métier, des processus qui soient de plus en plus intéressants et à valeur ajoutée. Ouais. En parallèle de ça, tu rajoutes aussi l'évolution générationnelle. D'accord. Oui. Donc voilà, maintenant que les générations Z ou les prochaines, je ne sais pas comment elles vont s'appeler, pas R2D2, parce que ça va être la guerre des étoiles, mais voilà, on s'en fout un peu du nom, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Donc à un moment donné, la technologie devra aussi s'adapter aux changements dans les business process des entreprises, mais également de l'intérêt des nouvelles générations qui arrivent. Des fois, c'est des fonctionnements qui sont plus la même chose qu'avant, Ouais, tout à mais fait. qui s'adaptent, et pas du jour au lendemain. On arrive déjà à la fin du Oh, podcast. Je pose toujours la même question. J'aimerais juste t'entendre de manière très succincte sur le canton de Fribourg, parce qu'avant, tu as dit quand même nos oui. chers jeunes dans le canton. Et la dernière question que je te poserais, c'est si tu avais un message à transmettre aujourd'hui, quelque chose qui te vient du cœur, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être pour tes clients, pour tes employés, pour toi, en manière générale, ça peut être de mindset égal, mais un message qui te vient du cœur. Ok, ça marche. Alors commençons déjà par Fribourg, là-dessus. Donc non, moi je trouve important pour un domaine en Suisse romande, Fribourg le premier, d'avoir cette proximité-là.
que les gens puissent parler en toute transparence et se challenger entre eux. Des fois, il y a trop de barrières qui font que ces barrières, on va dire, attentionnelles, affectives, politiques et autres, on va dire, donnent trop de contraintes. Nous, on a la chance, on est dans le secteur privé, donc on peut foncer aussi là-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc en gros, mon mot sur la partie Fribourg, c'est foncer. Jeunes fribourgeois, soyez fiers de Fribourg en tant que tel. C'est comme le pins qu'on voit là, vraiment le motto, c'est terre de valeur aussi dans cet esprit-là. Fribourg, c'est des produits du terroir, c'est plein de choses traditionnelles qu'on a, mais également c'est un développement technologique. Il n'y a pas que sur Genève, Vaud, le Zurich, dans les grands pôles de développement en Suisse, mais comme à l'étranger, à la Silicon Valley, etc. Fribourg se doit d'être un développement technologique. On le voit avec Blue Factory, on le voit avec le MIC, des choses comme ça. C'est énorme, mais on ne s'en rend pas compte sur le moment, on s'en rendra compte un petit peu plus tard, mais il faut continuer à faire ça. Et je pense qu'il faut qu'on garde, nous, dans l'esprit, en tout cas, nous, au niveau technique, innovation sur le front de Fribourg, de tisser encore ce réseau technologique d'innovation ensemble avec l'ensemble des entreprises qui ont cette fibre-là, avec les autres moyens, que ce soit l'union patronale, la chambre du commerce, etc., d'avoir ce caractère fort pour aller de l'avant là-dessus. Donc, chers amis jeunes fribourgeois, talents, foncez, croyez en vos valeurs, croyez en Fribourg, c'est vache aussi, et ça fondu. Mais plus que ça aussi, trouvez votre équilibre. C'est pas que la technologie elle est ailleurs, elle est aussi chez nous. Et puis en même temps, vous resterez aussi dans votre environnement suisse romande aussi là-dessus. Et puis il y a énormément de choses à faire. En tout cas, moi, l'appel d'une société de prestations informatiques. Développez-vous, chers jeunes, dans l'innovation. Et puis, on est là pour vous accueillir au besoin. Magnifique. Écoute, merci beaucoup. Merci, c'était super inspirant. Et puis, du coup, à bientôt. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt. Et puis, au plaisir. Une toute belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!